Et de nouveau j'arrive à un point où il m'est très difficile de procéder. Je devrais m'être endurci à cette étape, mais il y a certaines expériences et injonctions qui laissent des cicatrices trop profondes pour permettre d'en guérir, et accroissent la sensibilité au point que s'en souvenir en reconvoque toute l'horreur initiale. Nous avions vu, j'ai dit, que le sol poli devant nous était obstrué. Je dois ajouter que nos narines étaient simultanément assaillies par une intensification curieuse de cette fétidité maintenant prédominante et mêlée à la puanteur innommable de ces autres qui nous avaient précédés. La lumière de la seconde torche ne laissait aucun doute sur ce qu'était cette obstruction, et nous n'en approchâmes que parce que nous pouvions voir, même à cette distance, qu'ils étaient tout aussi dépourvus de vie que l'étaient les 6 spécimens déterrés du monstrueux monticule étoilé de la tombe trouvée dans le camp du malheureux Lake. Et ils étaient tout autant mutilés que ceux que nous avions déterrés, même s'il était avéré, pour l'épaisse liqueur verdâtre qui s'écoulait autour d'eux, que leur mutilation était infiniment plus récente. Il semblait n'y en avoir que 4, là où le rapport de Lake n'en suggérait pas moins de 8, à avoir formé ce groupe nous ayant précédés. De les retrouver dans cet état était totalement inattendu, et nous nous demandions quel monstrueux combat s'était déroulé ici dans la nuit. Des manchots attaqués en groupe auraient répliqué sauvagement avec leur bec, et notre ouïe nous confirmait désormais l'existence d'une colonie bien au-delà. Ces autres avaient-ils perturbé un tel endroit et provoqué une poursuite allant jusqu'au meurtre? Leur entassement ne le suggérait pas, et les becs de ces manchots n'auraient pas eu raison des rudes tissus que Lake avait disséqués et pouvaient difficilement expliquer les terribles dégâts que nous commencions à discerner en approchant. À côté, ces géants volatiles aveugles que nous avions vus apparaissaient singulièrement pacifiques. S'était-il produit, parmi le groupe de ces autres, un affrontement dont les 4 absents étaient les responsables? S'il en était ainsi, où étaient-ils? Étaient-ils à proximité et constituaient-ils pour nous une menace immédiate? Nous surveillions avec anxiété quelques-uns des passages latéraux au sol poli et nettoyé, tout en continuant notre lente et réticente progression. Quel que fût ce conflit, il avait clairement effrayé les manchots, au point de les disperser inhabituellement. Cela avait dû se produire près de cette colonie dont nous entendions au loin le bruit, dans ces incalculables golfes plus loin, puisqu'il n'y avait aucun signe que ces oiseaux aient vécu ici. Peut-être, réfléchissions-nous, y avait-il eu un combat prolongé par une fuite hideuse, la partie la plus faible cherchant à rejoindre les abris dissimulés de la rive, où leurs poursuivants les avaient achevés. On pouvait s'imaginer le combat démoniaque entre ces monstrueuses entités sans nom surgissant des noirs abysses parmi d'effrayants nuages de manchots effrayés, piaillant et se dandinant partout. J'ai dit que nous nous étions approchés très lentement et avec répugnance de cet obstacle étalé et estropié. Que le ciel nous ait épargné de nous en être jamais approchés, qu'il nous eût permis de nous enfuir à toute vitesse de ce tunnel du blasphème, sur ces sols lisses et graisseux, sous ces peintures dégénérées se moquant des choses qu'ils avaient remplacées, s'enfuir, avant d'avoir vu ce que nous avons vu, et avant que nos esprits se soient brûlés de ce qui plus jamais ne nous laissera librement respirer. Nos 2 torches braquées sur l'assemblage inerte, nous réalisâmes bien vite le facteur dominant de leur mutilation. Déchiquetés, écrasés, tordus et fracassés comme ils étaient, le trait principal de toutes leurs blessures, c'était une décapitation complète. De chacun d'eux,
La tête étoilée aux tentacules avait été arrachée. Et quand nous approchâmes, ce fut pour découvrir que la façon dont ça avait été accompli tenait plus d'un diabolique écartèlement ou succion que de toute autre forme ordinaire de décollement. Leur immonde liqueur vert sombre formait une flaque large et profonde, mais sa puanteur était oblitérée par cette odeur récente et étrange, plus mordante ici que n'importe où sur notre chemin. C'est seulement une fois très près de leur entassement étalé que nous pûmes établir le lien de cette inexplicable et fétide nouvelle odeur à une source antérieure, et à l'instant où nous y parvînmes, Danforth, se souvenant de certaines sculptures si vivantes de l'histoire des grands anciens à l'âge permien, il y a 150 millions d'années, fut saisi d'un cri torturé qui résonna hystériquement dans les voûtes de ce passage archaïque et le palimpseste de ces sculptures maudites. Et je faillis moi-même m'écrier comme lui, parce que je les avais vues moi aussi, ces sculptures primitives, et j'avais frissonné en admirant la manière dont l'artiste sans nom avait suggéré cette hideuse masse visqueuse laissée délibérément estropiée et les grands anciens prostrés, ceux que d'effrayants Shoggoths avaient assassinés et sucés de façon caractéristique dans une épouvantable décapitation lors de la vieille guerre de Nouvelle Soumission. C'étaient d'infâmes sculptures de cauchemar, même évoquant des choses aussi anciennes et disparues. Les Shoggoths et leurs œuvres n'avaient pas à être vus par les êtres humains, ni représentés par quiconque. L'auteur fou du Necronomicon avait anxieusement tenté de jurer que rien qui y ressemblât n'avait jamais poussé sur cette planète et que seuls quelques rêveurs sous drogue l'avaient conçu. D'informes protoplasmes capables de singer et de refléter toutes les formes et organes ou processus, des agglutinations visqueuses de bulles cellulaires, souples, infiniment plastiques et ductiles, sphéroïdes caoutchouteux de 5 mètres de diamètre, esclaves par suggestion, constructeurs de villes, de plus en plus menaçants, de plus en plus intelligents, de plus en plus amphibies, de plus en plus clones. Grand Dieu! Ces grands anciens, si blasphématoires qu'ils soient, quelle folie les avait fait sculpter et se servir de telles choses! Et là, alors que Danforth et moi regardions cette épaisse boue noire, avec des reflets iridescents et une fraîcheur miroitante, adhérant au corps sans tête et puant obscènement de cette nouvelle odeur inconnue dont seule une imagination malade pouvait imaginer la cause, adhérente à ces cadavres mais se faisant moins étincelante sur les parties lisses de ces maudits murs aux sculptures palimpsestes dans des séries de points groupés, nous eûmes un aperçu de la peur cosmique dans ses plus extrêmes profondeurs. Ce n'était pas la peur de ces 4 autres qui manquait, parce que nous soupçonnions qu'ils ne feraient plus aucun mal. Pauvres diables! Après tout, ils n'étaient pas les pires démons de leur espèce. Ils étaient les hommes d'un autre âge et d'un autre ordre de l'être. La nature leur avait joué une infernale plaisanterie, comme cela serait le cas pour bien d'autres, que la folie, la dureté, la cruauté humaine les avaient attirés vers cette mort hideuse dans le sommeil polaire le plus désolé, pour leur tragique retour à la maison. Ils n'avaient jamais été sauvages. Pourquoi faire l'auraient-ils été? Cet affreux réveil dans le froid d'une époque inconnue, peut-être une attaque par ces quadrupèdes aboyants et mordant frénétiquement, et la confuse défense qu'ils entreprendraient, mais ces êtres simiesques également frénétiques avec leurs étranges accoutrements et leurs singuliers bazars. Pauvre Lake, pauvre Gedney, et pauvres grands anciens. Pour les scientifiques au moins, qu'avaient-ils fait que nous n'aurions pas fait à leur place?
Dieu, quelle intelligence, quelle opiniâtreté, quel courage à affronter l'incroyable, juste comme leurs parents et ancêtres sculptés avaient affronté des choses à peine moins incroyables. Radiaires, végétaux, monstruosités, tombées des étoiles, quoi qu'ils aient été, c'étaient des hommes. Ils avaient traversé les pics glacés pour rejoindre ces pentes et temples qu'ils avaient autrefois vénérés et remonté parmi les fougères arborescentes. Ils avaient retrouvé leur cité morte endormie sous sa malédiction et appris son histoire sculptée comme nous l'avions fait. Ils avaient essayé de rejoindre leurs compagnons survivants dans les fabuleuses profondeurs d'abysse qu'ils n'avaient jamais vues. Et qu'avaient-ils trouvé ? Tout cela éclatait en nous, Danforth et moi-même, à l'unisson alors que nous contemplions ces formes lacérées et couvertes de boue sous ces affreuses sculptures palimpsestes et ces diaboliques groupes de points maculés de frais sur les murs auprès d'eux. Regardions et comprenions ce qui avait dû triompher et survivait ici-bas dans la ville sous-marine cyclopéenne de ces abysses aveugles, peuplés de manchots, où maintenant les voûtes fétides d'un sinistre brouillard avaient commencé de nous envelopper comme en réponse aux cris hystériques de Danforth. Le choc, reconnaissant cette boue monstrueuse et sans tête, nous avait figés dans une muette paralysie de statues, et c'est seulement lors de nos conversations ultérieures que nous avons décrypté la vraie nature de nos pensées en cet instant. Il nous avait semblé nous tenir là des éternités, mais en réalité cela n'avait pas dû être plus de 10 à 15 secondes. Ce brouillard blafard et sinistre nous enveloppait, comme si propulsé face à nous par quelque masse avançant. Puis survint un son qui bouleversa tout ce que nous avions décidé et leva brutalement le sort qui nous figeait, nous poussant à courir comme des fous à travers les manchots effrayés et piaillant tout au long des repères qui nous ramenaient à la ville, nous élançant dans ces couloirs mégalithiques sombrant dans les glaces jusqu'à l'immense structure circulaire et de là à l'assaut de l'archaïque rampe en spirale pour un plongeon réflexe et frénétique vers l'air normal du dehors et la lumière du jour. Ce nouveau son, comme je l'ai laissé entendre, avait bouleversé ce que nous avions décidé. Parce qu'il était ce que la dissection du malheureux Lake nous avait conduits à attribuer à ceux que nous pensions décédés. C'était précisément, Danforth me le révéla plus tard, ce qu'il avait entendu dans une forme infiniment étouffée en ce lieu au-delà d'un angle de l'allée, au-dessus du niveau glaciaire. Et il avait certainement une ressemblance choquante avec les effets de harpe du vent que nous avions tous deux perçus près des cavernes des montagnes. Au risque de sembler puéril, je veux aussi ajouter une autre chose, mais seulement pour exprimer la manière surprenante dont l'impression de Danforth confirmait la mienne. Bien sûr, c'est une lecture commune qui nous avait préparés tous deux à faire cette interprétation, même si Danforth avait fait allusion à d'étranges notions quant à des sources insoupçonnées et interdites auxquelles Poe avait pu avoir accès en écrivant son Arthur Gordon Pym il y a un siècle. On se souviendra que, dans ce conte fantastique, on entend un mot d'une signification inconnue et terrible mais prodigieuse, relié à l'Antarctique et éternellement crié par les gigantesques et fantomatiques oiseaux des neiges, dans le noyau de cette région maudite. Tekeli li, Tekeli li. Ceci, je dois l'admettre, est exactement ce que nous pensons avoir entendu dans ce son émis soudainement derrière ce brouillard blanc venant sur nous, cet insidieux sifflement musical sur un spectre singulièrement large. Nous étions en pleine course avant que les 3 notes ou syllabes se soient terminées, tout en sachant que la mobilité des grands anciens permettrait à n'importe lequel des survivants du massacre, alertés par le cri et se lançant à notre poursuite, d'être sur nous en un instant s'ils le souhaitaient.
nous entretenions cependant le vague espoir que notre conduite pacifique, comme la parenté de nos intérêts, fasse qu'on nous épargne en cas de capture, au moins par curiosité scientifique. Après tout, si l'un des autres n'avait rien à craindre pour lui-même, il n'aurait aucune raison de nous faire souffrir. Dissimulation bien futile en la circonstance, nous projetâmes le faisceau de la torche derrière nous et constatâmes que le brouillard s'amincissait. Verrions-nous enfin un spécimen complet et vivant de ces autres? Se produisit encore cet insidieux sifflement musical. Tekeli, li, tekeli, li. Alors, notant que nous creusions l'écart avec notre poursuivant, nous pensâmes que peut-être cette entité était blessée. Nous ne pouvions prendre aucun risque pourtant, puisque d'évidence cela s'était produit en réponse au hurlement de Danforth, et non pas à la suite du mouvement d'une quelconque de ces entités. Le temps était trop serré pour faire place au doute. De la localisation de ce cauchemar le moins concevable et le moins descriptible, cette montagne indistincte vomissant une boue fétide de protoplasme dont la race avait conquis les abysses et envoyé ici ses éclaireurs pour refaire les sculptures et s'agiter dans les cavernes, nous ne pouvions pas avoir idée. Mais cela nous était une véritable douleur d'abandonner ce grand ancien, probablement paralysé, peut-être le seul survivant, au péril d'être repris et avalé par un destin sans nom. Remercions le ciel que nous n'ayons pas ralenti notre course. Le brouillard s'était épaissi de nouveau et gagnait sur l'avant avec une vitesse grandissante, tandis que les manchots égarés derrière nous gloussaient et pépiaient avec des signes manifestes de panique vraiment surprenantes au regard de leur confusion mineure quand nous les avions croisés. Une fois de plus revint ce sinistre sifflement au large spectre. Tekeli li, tekeli li. Nous avions tort. La chose n'était pas blessée, mais avait simplement ralenti pour avoir buté sur les corps de ses cousins tombés et sur la diabolique inscription de boue qui les surplombait. Nous ne pourrions jamais savoir ce qu'était ce terrible message, mais ceux qui avaient été enterrés au camp de Lake nous prouvaient l'importance que ces êtres attachaient à leur mort. Utilisant imprudemment notre torche, nous aperçûmes devant nous la grande caverne ouverte où convergeaient tant de couloirs, et fûmes soulagés de laisser derrière nous ces morbides sculptures palimpsestes, même devinées en les regardant à peine. Une autre pensée que de déboucher dans la caverne nous inspira fut la possibilité de semer notre poursuivant dans cet ahurissant enchevêtrement de grandes galeries. Il y avait de nombreux manchots albinos géants dans la grande salle, et il semblait évident que leur peur de l'entité qui approchait était extrême et les rendait fous. Si, à ce moment, nous économisions notre torche au plus extrême besoin de notre orientation, n'éclairant que droit devant nous, les mouvements effrayés et erratiques des oiseaux géants dans le brouillard pourraient brouiller nos empreintes de pas, occulter notre passage ou induire une fausse piste. Dans le bouillonnement et les volutes de ce brouillard, le sol chaotique et encombré de débris du tunnel principal, passé la salle, si différent de ces êtres lisses et morbides, ne pourrait plus fournir d'indices, même pour ces sens spéciaux qui, dans l'urgence, rendaient les grands anciens en partie indifférents au manque de lumière. De fait, nous étions surtout effrayés du risque de nous perdre en nous hâtant pareillement, puisque nous avions décidé, bien sûr, de rejoindre selon la plus droite ligne la cité morte,
et que s'égarer dans ces contreforts inconnus en nid d'abeilles aurait des conséquences incalculables. Le fait que nous ayons survécu et soyons revenus au jour est une preuve suffisante que la chose a pris une mauvaise galerie, tandis que nous avions providentiellement bifurqué sur la droite. Les manchots, à eux seuls, ne nous auraient pas sauvés, mais dans cette conjonction avec le brouillard, cela semble avoir été le cas. Il s'en fallut d'un cheveu du destin pour que ces vapeurs restent assez opaques au bon moment, tant elles s'amenuisaient constamment et étaient sur le point de disparaître. Et bien sûr, elles disparurent juste une seconde au moment où nous échappions au nauséeux tunnel sculpté pour nous jeter dans la caverne, nous offrant un unique et seulement demi-aperçu de l'entité qui surgissait, alors que nous lancions un coup d'œil ultime et désespéré vers l'arrière, avant d'éteindre la torche et de nous mêler aux manchots dans l'espoir de nous dérober à la poursuite. Et si le destin fut généreux en nous occultant, il fut infiniment l'opposé en nous autorisant ce demi-regard, tant ce flash d'une semi-vision représente la bonne partie de l'horreur qui nous hante depuis lors. La raison précise de ce regard en arrière n'était-elle pas plus que l'immémorial instinct du poursuivi de mesurer la nature et la trajectoire de son poursuivant, ou peut-être la tentative réflexe de répondre à une question subconsciente provoquée par un de ses sens? En plein dans notre fuite, et toutes nos facultés concentrées sur comment s'en sortir, nous n'étions pas en condition d'observer et d'analyser en détail. Et pourtant, même ainsi, ce qui nous restait de cellules cérébrales avait retenu le message transmis par nos narines. Après coup, nous avons réalisé ce que c'était. Fuir la boue fétide recouvrant l'entassement décapité et l'entité à nos trousses qui se rapprochait n'avait pas permis de reconnaître la nouvelle odeur comme l'imposait la logique. En s'approchant des choses inanimées, cette nouvelle et récente puanteur inexplicable était devenue pleinement dominante. Mais à présent, elle aurait dû faire place largement à la puanteur innommable associée à ces autres. Et ce n'était pas le cas. Au lieu de ça, la nouvelle odeur, encore moins supportable, nous l'apercevions sans dilution, de plus en plus forte, et son poison à chaque seconde plus insistant. Et c'est ensemble que nous nous étions retournés, et l'apparition se fit simultanément. Même si, sans aucun doute, l'amorce d'un mouvement de l'un entraîna l'autre par imitation, et ce faisant, nous braquâmes nos deux torches à pleine puissance sur le brouillard momentanément aminci. Soit la pure et primitive anxiété de voir tout ce que nous pouvions, soit l'effort, moins primitif mais tout aussi inconscient, d'aveugler l'entité avant d'éteindre à nouveau notre lumière et de nous fondre parmi les manchots encombrant le centre du labyrinthe. Geste malheureux. Ni Orphée lui-même ni la femme de Lot n'auront payé plus chèrement pour un simple regard en arrière. Et de nouveau surgit ce choquant sifflement au large spectre. Tekeli-li, Tekeli-li. Je dois aussi bien être franc, même si je n'ose pas être complètement direct quand je fais état de ce que nous vîmes. Quoique dans l'instant nous ayons ressenti que nous ne devions même pas l'avouer l'un à l'autre. Les mots qui s'adressent au lecteur ne sont pas capables de suggérer ce que la vue elle-même avait d'affreux. Tout notre être conscient paralysé si complètement que je m'émerveille que nous ayons eu la force résiduelle d'éteindre nos torches comme prévu et de nous élancer dans le tunnel de droite vers la cité morte. Le seul instinct nous emportait, peut-être mieux que ne l'eût fait la raison. Quand bien même ce fut ce qui nous sauva, nous en avons payé le haut prix. De raison, il nous restait certainement bien peu. Danforth était complètement sous le choc,
et la première chose dont je me souvienne pour le reste du trajet, c'est de l'entendre chanter impulsivement une forme hystérique à laquelle moi seul, de toute l'humanité, aurait pu trouver autre chose que pure folie. Elle se réverbérait en faux échos parmi les gloussements des manchots, se réverbérait dans la suite des voûtes devant nous et, Dieu merci, dans la suite des voûtes derrière nous. Il n'aurait pas pu la commencer aussitôt, sinon nous n'aurions pas été en vie et courant à l'aveuglette. Je tremble de penser à ce qu'une fraction de seconde en plus à sa réaction nerveuse aurait eu pour conséquence. Station métro Sud, station métro Washington, station métro Park Street, Kendall, Central, Harvard. Le pauvre gosse chantait la suite des stations souterraines de Boston à Cambridge, le tunnel percé sous notre Pacifique terre native, à des milliers de kilomètres, là-bas en Nouvelle-Angleterre, et pour moi ce rituel n'avait ni disconvenance ni nostalgie, rien que de l'horreur, parce que moi aussi je savais, et infailliblement, l'indescriptible analogie qu'il avait provoquée. Nous nous étions attendus, regardant en arrière, à découvrir une terrible entité, au déplacement incroyable, si le brouillard s'amincissait suffisamment. Mais de cette entité, nous nous étions formé une idée claire. Ce que nous vîmes, puisque le brouillard n'était plus que pernicieusement fin, était à la fois différent et incommensurablement plus hideux et détestable. C'était l'extrême et objective incarnation de ce que le romancier fantastique nomme « chose qui ne devrait pas être ». Et la plus proche analogie en était un métro géant lancé à pleine course, comme on les aperçoit depuis le quai des stations, un grand fronton noir brillant colossalement comme lancé depuis une infinie distance souterraine, constellé de lumières étrangement colorées et remplissant la prodigieuse galerie comme un piston remplit un cylindre. Mais nous n'étions pas sur un quai de métro. Nous poursuivions notre fuite en avant, alors que cette colonne fluide d'une iridescence noire et suintante de cauchemar, faisant bien 5 mètres de front, augmentait sa vitesse et projetait devant elle une spirale de cette blafarde vapeur des abysses. C'était une terrible et indescriptible chose, plus grande que tout train dessous les villes, un conglomérat informe de bulles protoplasmiques, faiblement lumineux, avec des myriades d'yeux éphémères se formant et se déformant comme des pustules de lumière verdâtre sur toute l'épaisseur du tunnel, et qui s'écroulaient sur nous, écrasant les manchots pris de panique, et glissant sur le sol lisse que cela et tout ce qui y ressemblait avaient dégagé si diaboliquement de tout détritus. Et encore revint le cri maudit, moqueur, « Tekeli-li, Tekeli-li ». Et nous nous souvînmes enfin que ces chogottes démoniaques, dont la vie, l'intelligence et la fluidité des organes avaient été créées par les grands anciens, n'ayant d'autre langage que ce qu'exprimaient les groupes de poings, n'avaient pas d'autre voix que l'accent imité de leur maître disparu. Danforth, comme moi-même, avons le souvenir de comment nous émergeâmes dans le grand hémisphère sculpté et reprîmes notre chemin de retour à travers les salles et couloirs cyclopéens de la cité morte. Et ce sont cependant de purs fragments de rêve qui ne comportent ni mémoire ni volonté, ni détails ni prouesse physique. C'est comme si nous flottions dans un monde nébuleux et une dimension hors du temps de la causalité et de l'orientation. Le demi-jour grisâtre du vaste espace circulaire nous dégrisa quelque peu,
Mais nous n'approchâmes pas de nouveau près de la cachette au traîneau pour revoir le malheureux Gedney et le cadavre du chien. Ils reposaient dans un étrange et titanesque mausolée, et j'espère que la fin de la planète les trouvera ici sans autre trouble. C'est lorsque nous commençâmes le combat contre la colossale rampe inclinée que tombèrent sur nous la terrible fatigue et le manque de souffle que notre expédition dans l'air raréfié du haut plateau avait produit. Mais même la peur de l'évanouissement ne put nous décider à aucune pause avant d'avoir atteint le réel niveau du soleil et du ciel. C'était en quelque sorte vaguement approprié à notre départ de ces époques enterrées, parce qu'à mesure que nous nous frayions notre chemin vers le haut du cylindre de 20 mètres d'une maçonnerie primitive, nous découvrîmes tout au long une procession continue de sculptures héroïques de la race disparue, dans les temps les plus reculés à l'apogée de leur technique, un au revoir des grands anciens, écrit 50 millions d'années plus tôt. Escaladant finalement le rebord supérieur, nous nous retrouvâmes sur un large monticule de blocs écroulés, avec les murs incurvés de pierre s'élevant à l'ouest et les pics déchiquetés des grandes montagnes dépassant des structures encore plus écroulées à l'est. Le bas soleil de minuit de l'Antarctique rougeoyait à l'horizon côté sud, à travers les saillies fissurées des ruines, et l'âge sans fond et la mort de la ville de cauchemar nous semblaient par contraste relativement familiers et aussi habituels que les paysages polaires. Le ciel au-dessus de nous était une masse opalescente et tourbillonnante de vapeurs ténues et glacées, et l'étreinte du froid nous saisit vitalement. Déposant avec lassitude les sacs auxquels nous nous étions instinctivement agrippés tout au long de notre course désespérée, nous reboutonnâmes nos lourdes combinaisons pour la descente trébuchante du monticule et la marche à travers ces pierres mortes depuis des éternités vers les contreforts où attendait notre avion. De ce que nous avions vu, fondant depuis l'obscurité secrète de la Terre et ses golfes archaïques, nous n'osâmes rien dire. En moins d'un quart d'heure, nous avions retrouvé les gradins vers les contreforts, une ancienne terrasse probablement, celle par où nous étions descendus, et pouvions discerner la sombre silhouette de notre grand avion parmi les ruines disséminées de la pente remontant devant nous. À mi-chemin de la colline, nous dûmes faire une pause d'un instant pour reprendre respiration, et nous retournâmes une dernière fois sur le fantastique enchevêtrement paléogène de ces pierres aux formes incroyables au-dessous de nous, se découpant mystiquement une nouvelle fois sur l'ouest inconnu. Ce faisant, nous vîmes que le ciel au-delà s'était dégagé de ces brumes du matin, les incessantes vapeurs glacées s'étaient déplacées vers le zénith, où leurs formes ironiques semblaient sur le point de se figer en étranges figures, qu'elles redoutaient de rendre définitives comme une conclusion. Elles révélaient maintenant sur l'ultime horizon blanc derrière la grotesque cité une mince et très fine ligne d'un apogée mauve, dont les pointes effilées semblaient briller comme dans un rêve contre la rose présence du ciel à l'ouest. Plus haut que ce bord chatoyant s'étendait l'ancien plateau, et le creux de la rivière asséchée qui le traversait semblait un profond ruban d'ombre. Pendant une seconde, nous restâmes figés d'admiration pour ce décor d'une beauté cosmique plus que terrestre, puis une vague horreur commença de sourdre dans nos esprits. Parce que cette ligne mauve ne pouvait être rien d'autre que les terribles montagnes du pays interdit, les plus hauts des pics de la terre, et le repère de ces démons, le havre d'horreurs sans nom et de secrets archéens, maudits et vénérés par ceux qui craignaient d'en sculpter la signification, jamais foulés par aucune chose vivant sur cette terre, mais peuplés de sinistres éclairs et émettant d'étranges mirages sur les plaines dans la nuit polaire, sans aucun doute l'archétype de Kadat la maudite dans l'immensité froide d'au-delà Leng laborée, qui recèle l'aura de tant de légendes primitives et impies. Nous étions les premiers êtres humains à les avoir contemplés,
Et si Dieu le permet, j'espère que nous serons les derniers. Si les cartes sculptées et les images de cette ville préhumaine disent vrai, ces montagnes d'un mauve cryptique ne peuvent pas être à moins de 200 kilomètres, et pourtant leur fine et délicate essence n'en ressort pas moins sur les crêtes les plus lointaines et enneigées, comme le rebord dentelé d'une monstrueuse planète étrangère prête à s'élever dans ce ciel exceptionnel. Leur hauteur, alors, doit avoir été nettement au-delà de toute comparaison connue, les emportant vers ces strates atmosphériques ténues, peuplées de telles apparitions gazeuses que les aviateurs irréfléchis n'ont jamais survécu assez longtemps à leur chute inexplicable pour en faire part. Les considérant, je pensais en frissonnant à certains motifs sculptés de ce que la grande rivière disparue avait apporté jusqu'à la ville depuis leur pente maudite, et m'émerveillais de combien de sens et de combien de folie s'était déposé dans les peurs de ces grands anciens, qui ne les représentaient qu'avec réticence. Je me souvenais de comment leur extrémité nord devait être proche de la terre de la reine Mary, et qu'en ce moment même l'expédition de Sir Douglas Mawson devait sans aucun doute s'établir à moins de 600 kilomètres au-delà, et espérais qu'aucun diabolique destin ne donnerait à Sir Douglas et ses hommes un aperçu de ce qui s'élevait derrière l'abri des hauteurs côtières. De telles pensées donnent la précise mesure de mon état nerveux à ce moment, et celui de Danforth semblait bien pire. Pourtant, bien avant que nous ayons atteint la grande ruine en forme d'étoile et atteint notre avion, nos peurs s'étaient transférées sur la plus basse mais considérable barrière que nous aurions à retraverser. Depuis ces contreforts, les noires pentes incrustées de ruines se levaient fortement et hideusement côté est, nous rappelant de nouveau ces étranges peintures asiatiques de Nicolas Roerich. Et quand nous pensions à ces damnés trous en nid d'abeilles qui les minaient, et aux effrayantes entités amorphes qui s'étaient frayé leur fétide chemin en rampant jusqu'aux plus hauts abris des sommets, nous ne pouvions envisager sans panique l'idée de survoler à nouveau ces embouchures de grottes, où le vent joue à émettre ses sifflements comme d'un démoniaque concert sur toute l'étendue du spectre sonore. Et pour rendre cela pire encore, nous distinguâmes des traces parsemées de brouillard autour de plusieurs des sommets, ainsi que le malheureux Lake l'avait fait lorsqu'il les interpréta tout d'abord comme une preuve de volcanisme, et repensâmes en tremblant à ce brouillard semblable dont nous venions juste de réchapper. À cela, et à ces abysses nourris d'horreur et de blasphème, d'où surgissaient de telles vapeurs. Tout allait bien du côté de l'avion, et nous revêtîmes en hâte nos lourdes fourrures de vol. Danforth démarra le moteur sans souci, et nous prîmes un très progressif envol au-dessus de la ville de Cauchemar. Au-dessous de nous, les primitives et cyclopéennes constructions s'étalaient comme la première fois que nous les avions vues, il y avait si peu de temps, et pourtant si longtemps. Et nous commençâmes à nous élever, puis à tourner pour prendre le vent avant d'affronter la passe. Dans les très hautes altitudes, il devait y avoir de grandes perturbations, puisque les nuages de glace au zénith semblaient former toutes sortes de fantaisies. Mais à 8000 mètres environ, là où nous abordâmes la passe, la navigation redevint plus aisée. Comme nous approchions des pics hérissés, l'étrange sifflement du vent se fit de nouveau manifeste, et je pus voir trembler les mains de Danforth sur les commandes. Si parfait amateur que je fusse, je pensais à ce moment que j'aurais fait un meilleur pilote que lui pour affronter la dangereuse traversée entre les crêtes. Et quand je me déplaçais pour échanger nos places et prendre son relais, il se garda de protester. J'essayais de mobiliser toute mon habileté et les moyens en ma possession, et me concentrais sur la barre de ciel rouge entre les parois de la passe, refusant résolument de porter attention aux bouffées de vapeur émanant des montagnes et souhaitant disposer, comme les hommes d'Ulysse aux prises avec les sirènes, de bouchons de cire pour m'éviter d'entendre ces troublants sifflements du vent. Mais Danforth, libéré du pilotage et porté au plus extrême état nerveux,
ne pouvait se tenir en paix. Je le sentais tournant et gigotant pour voir derrière nous la terrible cité s'amenuiser, parmi le crible de ses grottes, les pics coiffés de cubes, surplombant la blême mer neigeuse de contreforts, sous le grotesque bouillonnement des nuages dans le ciel. C'est alors, juste comme je tentais de maintenir mon cap avec sûreté dans la passe, que son cri fou nous amena tout près du désastre, ébranlant la maîtrise que je tentais de garder de moi-même et m'obligeant à batailler à tâtons contre les commandes pendant un instant. Une seconde passa et ma résolution reprit le dessus. Nous pûmes finir la traversée sans encombre, effrayés cependant que Danforth ne soit plus jamais le même désormais. J'ai dit que Danforth avait refusé de me dire quelle horreur ultime l'avait fait crier jusqu'à une telle folie, une horreur qui, j'en suis tristement sûr, est responsable de son actuelle dépression nerveuse. Nous avons eu des bribes de conversation en criant par-dessus les sifflements du vent et le hurlement du moteur, alors que nous descendions du côté sûr de la barrière rocheuse et amorcions lentement la descente vers le camp, mais devions surtout préciser la promesse de secret que nous nous étions faite en quittant la ville de cauchemar. Nous étions convenus que certaines choses n'étaient pas bonnes à répandre et que les gens ne pouvaient en discuter à la légère, et j'en aurais parlé maintenant à aucun prix si ce n'était pas le prochain départ de l'expédition Starkweather Moore et d'autres. Il est absolument nécessaire, pour la paix et la sécurité de l'humanité, d'abandonner à eux-mêmes quelques-uns des recoins noirs et morts de la terre et ses profondeurs infinies, de peur de réveiller et de ramener à la vie des anormalités endormies et de blasphématoires cauchemars rampants et surgissant de leur tanière pour de nouvelles et plus larges conquêtes. Tout ce à quoi Danforth a jamais fait allusion, c'est que l'horreur ultime était un mirage. Ce n'était pas, déclare-t-il, quoi que ce soit de relié aux cubes et aux grottes de ces montagnes de la folie creusées en nid d'abeilles, comme rongées de verre, avec leurs échos, leurs vapeurs que nous avions traversées, mais un simple aperçu fantastique et démoniaque parmi le tourbillon des nuages au zénith, qui reposait sur ces montagnes mauves à l'horizon ouest, celles que les grands anciens craignaient et maudissaient. Il est plus que probable que la chose était une pure impression née du stress de tout ce que nous avions traversé et d'un réel mirage, mais non reconnut telle, la ville morte comme nous en avions fait l'expérience la veille, quittant le camp de Lake. Mais c'était si réel pour Danforth qu'il en souffre depuis lors. À de rares occasions, il a murmuré des choses disjointes et irresponsables à propos du pic noir, du rebord sculpté, des proto-chogottes, des solides aveugles à 5 dimensions, du cylindre sans nom, des anciens phares, de Yog-Sothoth, de la gelée primordiale, de la couleur tombée du ciel, des ailes, des yeux dans la nuit, de l'échelle des cieux, de l'original, l'éternel, l'immortel, et d'autres conceptions bizarres. Mais quand il est parfaitement lui-même, il désavoue toutes ces appellations, y voit des réminiscences de ces curieuses et macabres lectures de l'adolescence. Danforth s'est avéré, et parmi les quelques-uns qui ont osé lire de bout en bout cette copie mitée du Necronomicon gardée sous clé dans la bibliothèque de l'université. Le ciel plus haut, une fois traversé la grande barrière, était certainement perturbé et chargé encore de vapeur. Et même si je ne voyais pas moi-même le zénith, je peux parfaitement imaginer comment ces tourbillons de poussière glacée pouvaient prendre d'étranges formes. Sachant comment de telles scènes lointaines, réfléchies, réfractées et magnifiées par de telles couches de nuages agités peuvent être vives pour l'imagination, cela peut aisément avoir fourni le reste,
Et bien sûr, Danforth n'a jamais fait allusion à n'importe laquelle de ces horreurs singulières qu'une fois que sa mémoire a eu une chance de les recréer d'après ses lectures passées. Il n'aurait jamais pu en voir autant d'un seul regard. Dans l'instant, ses cris se limitaient à la répétition d'un mot insensé, pris à une source beaucoup trop évidente. « Tekelili, 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 Tekelili. »